Bonjour à toutes et à tous. Merci au professeur Mathieu Millon pour m'avoir invité pour vous parler donc du zinc dans le cadre des infections à SARS-CoV-2, puisque comme vous le savez, et ça vous a été présenté il y a de cela à peu près 2 semaines, en plus de la bithérapie par hydroxychloroquine et azithromycine, eh bien on propose aux patients une supplémentation au zinc, donc pour tous les malades qui sont positifs, donc à hauteur de 45 mg par jour répartis en 3 fois, à base de gluconate de zinc. Donc le zinc, pour être assez bref, donc c'est un oligoélément, c'est-à-dire c'est un élément chimique qui est indispensable au métabolisme, mais qui est présent en quantité infime dans le corps humain. À titre d'exemple, le zinc chez un adulte non carencé, c'est environ 2 grammes dans tout le corps humain. Le zinc est bien entendu amené par l'alimentation. Alors l'aliment le plus riche en zinc, ce sont les huîtres, mais il y en a d'autres. Vous avez d'autres fruits de mer, certaines viandes, certains abats, ou encore les céréales complètes. Alors les valeurs normales du zinc, en général dans les laboratoires, on dit que c'est entre 600 et 1440 microgrammes par litre. Ceci dit, on commence à parler de déficit en zinc en dessous de 700 microgrammes par litre. Ça va dépendre des publications. Et donc la carence au sens strict, c'est en dessous de 600 microgrammes par litre. Le déficit en zinc, donc là vous voyez sur cette carte la représentation géographique du déficit en zinc. On voit qu'il est plus prévalent dans certaines zones géographiques, en particulier l'Afrique subsaharienne ou encore le sud de l'Asie. Dans les pays occidentaux, le déficit en zinc va toucher 2 populations, les enfants entre 0 et 4 ans, certainement par un retard de diversification, et puis les personnes, oserais-je dire, d'un certain âge. À partir de 60 ans, on a une augmentation de la prévalence du déficit en zinc et cela devient maximal à partir de 80 ans. En termes de toxicité, la toxicité du zinc, elle est toujours médicamenteuse. À moins de manger 3 bassines d'huîtres par jour pendant des années, c'est toujours médicamenteux avec des traitements avec des doses assez élevées, plus de 100 mg par jour pendant plusieurs mois. Donc on est bien loin de ce cadre aujourd'hui. Donc la toxicité du zinc, en réalité, elle est exceptionnelle. Donc le zinc possède une multitude de propriétés, d'ailleurs elles sont pas toutes connues, mais les 2 propriétés qui vont surtout nous intéresser, en tout cas dans le cas des infections respiratoires, c'est que d'une part, il est capable d'inhiber la réplication de certains virus. Ça a été très bien montré pour le SARS-CoV-1. In vitro en tout cas, il est capable d'inhiber la RNA polymérase. Et puis vous avez d'autres virus animaux, pour faire suite à la présentation de tout à l'heure, notamment les artérivirus, qui sont inhibés par le zinc. Et puis vous avez également le fait que le zinc soit très impliqué dans l'immunité, que ce soit l'immunité adaptative ou l'immunité innée, puisqu'il est impliqué dans la signalisation de cette immunité. Alors le zinc, très brièvement, ça a été utilisé de façon empirique pour traiter les infections respiratoires. Alors elles ne sont pas toujours documentées, mais il y a beaucoup d'essais, souvent chez l'enfant, certainement parce que c'est une population chez qui on retrouve plus souvent un déficit en zinc, et de façon étonnante, on retrouve beaucoup d'études avec même des méta-analyses qui montrent qu'on a une diminution de la durée des symptômes dans ces infections respiratoires. Vous avez quand même, dans toutes ces études, notamment dans les méta-analyses, vous avez certains travaux qui ont été réalisés chez des adultes, en particulier chez des personnes de plus de 60 ans. Et on va retrouver un peu la même chose en prophylaxie. Vous avez donc beaucoup d'enfants qui ont été supplémentés en zinc, et donc dans les groupes supplémentés, on a une diminution de l'incidence des infections respiratoires. De la même manière, on a quelques travaux chez l'adulte qui montrent une diminution de l'incidence des pneumonies chez les individus à partir de 60 ans. Alors dans le cadre des infections à SARS-CoV-2, il y a tout un tas supposé d'effets donc du zinc sur le virus. Donc je dirais très brièvement, au niveau de la réplication virale, en réalité, il n'y a rien qui a été montré in vitro, ce sont juste des suppositions, puisque le zinc induirait une diminution de l'expression d'ACE2 et donc interagirait avec l'attachement du virus à la cellule. Ceci dit, il n'y a rien de montré in vitro, donc vous avez aussi une pléiade d'effets immunitaires, que ce soit l'immunité innée, notamment l'inflammation, ou encore l'immunité adaptative, et puis vous auriez également un effet supposé sur le tissu pulmonaire, mais quand on regarde dans le détail les publications, ce sont des données qui sont à prendre avec beaucoup de précautions.
Alors, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille la communauté scientifique sur l'impact du zinc sur les infections à SARS-CoV-2 ? Bien, ce sont surtout ces deux travaux. Donc, le premier, à gauche, montre que, bien, chez les individus qui ont fait des formes sévères et donc qui ont nécessité des intubations, bien, on a un taux de zinc qui est très significativement abaissé par rapport aux individus qui ont fait des formes plutôt modérées. Alors, ceci dit, le gros biais de ce travail, c'est que, bien, dans la population qui a fait des formes sévères, elle est beaucoup plus âgée par rapport à la population qui a fait des formes modérées. Donc ça peut être juste un biais lié à l'âge, puisque les personnes d'un certain âge ont moins de zinc circulant. La deuxième étude est plus intéressante puisqu'on a un âge à peu près stable sur les deux populations. Ils ont donc étudié les individus qui avaient un déficit en zinc. Donc eux, ils ont pris comme cutoff un cutoff assez haut de 800 microgrammes par litre versus à ceux qui avaient un taux supérieur à 800 microgrammes par litre. Et donc ils voient que, en dessous de 800 microgrammes par litre, on a des hospitalisations qui sont prolongées. Ça, c'est ce qui sort majoritairement, et une tendance à avoir plus de mortalité. Donc nous, on est allé regarder sur les données qu'on avait à l'IHU dans une étude rétrospective qu'on a conduite sur 1 mois et demi. Donc on a récupéré les prélèvements sanguins pour les patients pour lesquels on avait un diagnostic positif. Alors ça peut être un biais, mais les tubes qu'on a récupérés étaient des tubes EDTA. Alors les tubes EDTA permettent de comparer deux populations, mais par contre, ça a été décrit dans des papiers des années 90, ça pourrait légèrement surestimer la zinsémie. Donc on a regardé, au final, on avait 275 patients Covid+, avec comme critère d'inclusion qu'ils soient majeurs et qu'ils n'aient pas pris de zinc au préalable. 75 d'entre eux avaient été classifiés comme ayant eu une évolution défavorable, donc on entend par là soit une hospitalisation de plus de 10 jours, soit une admission en réanimation, soit bien entendu le décès, et donc les autres étaient classés, donc il y en avait 200, classés comme évolution favorable. Et donc la zinsémie, le zinc plasmatique, a été déterminé par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif, et donc à partir de ces données préliminaires, il y avait eu donc le papier du professeur Lagier sur les 3737 patients inclus qui montre que, dans le cercle des très sévères, une zinsémie inférieure à 10,7 micromoles par litre, c'est exactement 700 microgrammes par ml, on était plus associé au groupe des très sévères. Donc quand on regarde effectivement dans le détail de façon brute, on a effectivement une différence majeure de zinc plasmatique entre les patients qui ont une évolution favorable et les patients qui ont eu une évolution défavorable. Ceci étant, quand on regarde les caractéristiques démographiques des patients, on a un âge significativement plus élevé dans le groupe de malades qui a une évolution défavorable. Donc ça peut constituer un biais de recrutement, et donc c'est pour ça qu'on a matché les patients dans un second temps par âge et par sexe. Donc là, la moyenne d'âge, c'est 64 ans. Donc on se rend compte que sur cette cohorte, on a également une différence significative, mais qui est cependant moins prononcée. On avait regardé par curiosité est-ce que le traitement, donc en l'occurrence hydroxychloroquine, azithromycine versus autre traitement, avait une influence. Ça semblait pas être le cas. Ce qui était intéressant, c'est quand on a réalisé les analyses multivariées et univariées du zinc plasmatique, on se rend compte que à la fois en ce qui concerne les variations du zinc et à la fois en ce qui concerne la carence en zinc, donc nous on a défini la carence en zinc comme étant les zinsémies inférieures à 700 microgrammes par litre. C'était des valeurs généralement admises dans la littérature. Les deux facteurs majeurs qui ressortent, c'est l'âge bien entendu, mais c'est aussi l'obésité, qui sort en analyse multivariée et univariée. Et effectivement, quand on regarde de façon brute les patients obèses versus les patients non obèses, on a une différence significative du taux de zinc plasmatique. Et en réalité, quand on regarde la bibliographie, c'est quelque chose qui est connu. Une perturbation du métabolisme de certains oligoéléments chez l'individu obèse. Et donc, on peut voir qu'on a un zinc globalement plus bas chez les patients obèses. Et ce phénomène est d'autant plus prononcé, chez les personnes adultes vis-à-vis des enfants. Alors, les essais cliniques. Donc, les essais cliniques, c'est assez difficile d'y voir clair. Vous avez par exemple un essai, je suis tombé sur un essai de 28 patients ambulatoires qui ont juste reçu du zinc, et à la fin, les auteurs concluent, les patients vont bien, donc ça marche, il n'y a pas de contrôle. Donc, il a fallu faire un peu le tri, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Là, le premier, donc du JAMA Network, évalue chez des patients ambulatoires l'ajout de zinc ou d'acide ascorbique ou des deux versus une prise en charge dite
standard. La variable mesurée, c'est la durée des symptômes, et là, les auteurs concluent au fait qu'il n'y a aucune différence. Ceci étant, la moyenne d'âge de tous les patients de cette étude, donc c'est un essai randomisé, la moyenne d'âge c'est 40 ans. Donc on a quand même moins de chances de tomber sur des individus qui auraient une carence en zinc. Le deuxième travail, c'est sur des patients hospitalisés, et donc là également il conclut sur un impact très minimal du zinc sur la mortalité. C'est une étude observationnelle. La moyenne d'âge est de plus de 60 ans, mais par contre les patients ont eu des stratégies de prise en charge extrêmement hétérogènes, en termes notamment d'anticoagulation ou encore en termes de thérapeutique. Une des choses intéressantes avec le zinc, c'est que c'est un ionophore. Alors ça veut dire que c'est que l'hydroxychloroquine est un ionophore, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine et la chloroquine vont augmenter la concentration intracellulaire de zinc, et en particulier dans les lysosomes. Et donc il y a 2 essais qui évaluent l'impact du zinc lorsqu'il est associé à l'hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine seule. Donc dans le premier travail, qui est un travail randomisé, les auteurs comparent hydroxychloroquine versus hydroxychloroquine plus zinc. Là, ils ne voient pas de différence en termes de transfert en réanimation, de décès ou de durée d'hospitalisation. Le deuxième travail, par contre, évalue hydroxychloroquine plus azithromycine avec ou pas du zinc. Et là, par contre, les auteurs trouvent une différence en termes de durée d'hospitalisation, en termes de réanimation ou encore de ventilation mécanique. Et de la même manière, ils remarquent que chez les patients qui ne sont pas admis en réanimation, il y a une diminution de la mortalité. La différence entre ces 2 travaux, c'est la moyenne d'âge. Elle est de 40 ans dans l'étude qui montre que ça ne marche pas. Elle est de plus de 60 ans dans l'étude qui montre que ça marche. Donc ça suggère que le zinc aurait peut-être plus d'impact, d'effet chez les individus d'un certain âge. Voilà, donc pour être complet, on est en train actuellement d'évaluer la mortalité à 3 mois des patients qui, en plus du traitement qu'on propose à l'IHE, ont reçu du zinc en supplémentation. Voilà, merci.